Vaincre l'extrémisme violent sous toutes ses formes, les autorités de la transition prennent à bras le corps la question. Une table ronde sur le financement du plan d'action de lutte contre le fléau mondial s'est ouverte ce jour à Bamako. C'était sous la présidence du Premier ministre. Choguel Kokala Maïga plaide pour une participation massive de tous les partenaires du Mali. Œuvre sociale du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'opération Aramada à Sikasso et à Ségou, l'équipe vient de mettre à la disposition des veuves des militaires de ces régions 78 tonnes de vivres. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux Koumba Sissé et Mahamadou Sidibé. Ramadan et carême chrétien, on en parle ce soir avec des spécialistes religieux. Les deux, selon eux, sont dédiés à la prière et au partage, à seulement quelques pratiques différentes. Ce que nous allons découvrir dans ce dossier signé Aridjou Matina, ce sont les points de ressemblance des deux courants religieux. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les autorités de la transition prennent à bras le corps la lutte contre l'extrémisme violent. Une table ronde sur le financement du plan d'action de lutte contre le fléau mondial s'est ouverte ce jour à Bamako. C'était sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui plaide pour une participation massive de tous les partenaires du Mali avec comme objectif obtenir des financements pour le plan d'action 2022-2026 de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Le compte-rendu de Aoulou Seyni Touré. Le terrorisme, ce fléau des temps modernes, a un impact des plus dévastateurs sur nos populations, notamment les plus démunies. Pourtant, il se nourrit de ces mêmes couches vulnérables qui constituent sa source de financement et de recrutement. Prévenir le terrorisme et l'extrémisme violent ne peut se faire sans une connaissance approfondie du sujet. C'est pourquoi une étude commanditée par le PNUD estime que les causes du phénomène sont difficiles à appréhender en dehors d'une approche holistique du sujet. Le Mali a adopté en 2018 une politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Celle-ci constitue le cadre de coordination des interventions en la matière. Les Nations Unies, en particulier le PNUD, avaient appuyé l'élaboration de cette politique. Et nous sommes très heureux d'avoir pu appuyer le secrétaire permanent rattaché au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour l'élaboration du nouveau plan d'action 2022-2026 qui sera présenté aujourd'hui. Notre appui s'inscrit dans le cadre de notre programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit, PROSMET, mise en œuvre conjointement avec l'ONU, nos femmes et la MINUSMA, grâce au financement du Royaume des Pays-Bas et le Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Le rétablissement de la paix et de la sécurité demeure un objectif majeur pour les autorités maliennes. Mais nous savons tous que cet objectif ne peut être atteint par le pays tout seul, d'où l'appel aux organisations et aux pays amis pour aider au financement du plan d'action 2022-2026 de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Votre présence massive et de qualité à cette table ronde traduit l'intérêt particulier que vous accordez à notre pays, ainsi que votre disponibilité à accompagner la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, dont l'axe premier et le rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Cet objectif majeur, vous en conviendrez avec moi, ne sera atteint qu'avec l'élimination complète et définitive du terrorisme et de l'extrémisme violent, principaux facteurs de déstabilisation de notre pays. Je voudrais enfin exprimer notre haute appréciation et nos encouragements au département en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, au secrétariat permanent chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de prévention de la lutte contre le terrorisme et à tous les experts et personnes ressources pour le travail en cours de réalisation. Je souhaite vivement que l'engagement et l'esprit de collaboration qui ont permis l'avènement du document de politique et de son plan d'action continue de prévaloir dans la mise en œuvre avec toute l'urgence qu'exige la course contre la montre
dans laquelle nous sommes engagés dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme pour un retour définitif de la paix et de la sécurité dans notre pays. L'extrémisme et le terrorisme ont cela en commun qu'ils détruisent les fondements mêmes de nos sociétés en opposant les populations les unes aux autres et en sémant l'intolérance, ce qui fait de ces fléaux un frein au développement. Le Premier ministre tire la sonnette d'alarme. Dans ce contexte de superposition des menaces, l'extrémisme violent et le terrorisme sont devenus les entraves majeures au développement du pays et à l'épanouissement de ses populations. Pour cause, ces deux fléaux ont un coût direct et indirect extrêmement élevé en termes de vies humaines et de destruction des biens et d'infrastructures. Des villages entiers ont été ravagés, des récoltes brûlées, des écoles fermées, des milliers de populations déplacées. Dans des communautés déjà fragilisées par les difficultés de la vie, la montée de l'extrémisme violent et du terrorisme a alimenté et entretenu la recrudescence des tensions intercommunautaires en exploitant les conflits locaux et en s'attaquant aux représentants de l'État et aux autorités légitimes, traditionnelles et formelles. La politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est élaborée par le gouvernement et mise en œuvre par le ministère des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes en collaboration avec certains départements concernés. Nous allons rester avec le chef du gouvernement qui a reçu cet après-midi le ministre burkinabé en charge de la communication et de la culture en audience. Le Mali, remercié pour sa participation de qualité à la 28e édition du FESPACO, Rimtala Jean-Emmanuel Ouedraogo, le ministre burkinabé de la culture, se confie au micro de Alousseyni Touré. Le Mali était le pays invité d'honneur de la 28e édition du FESPACO qui s'est achevée il y a juste quelques semaines de cela. Et cette 28e édition a été à tous les points un franc succès. Et le Mali, en tant que pays invité d'honneur, nous a fait vraiment honneur à l'occasion donc de ce FESPACO-là. Vous vous souvenez bien sûr de la forte délégation qui était présente à Ouagadougou, une délégation de haut niveau, conduite bien sûr par son Excellence Monsieur le Premier ministre, mais également plusieurs membres du gouvernement malien qui étaient là. Et donc, au-delà de cette haute représentation, il y a eu également une très forte participation des cinéastes maliens à cette édition du FESPACO. Je dirais pratiquement que nous avons organisé ensemble avec mon frère le ministre Guindo, et je pense que le succès, nous pouvons légitimement, en tout cas, le revendiquer. Pour nous, c'était un devoir aujourd'hui de venir ici, donc chez nous, à Bamako, pour dire merci au peuple malien, dire merci au gouvernement malien, au Premier ministre malien, mais aussi, bien sûr, au chef de l'État. Donc, voici vraiment l'objet de notre séjour ici à Bamako. Et donc, sur instruction des plus hautes autorités du Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi son Excellence le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela. Et donc, c'est un seul mot qui nous a guidés à Bamako ici, c'est merci. Œuvre sociale du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'opération Ramadan à Sikasso et à Ségou, l'équipe dirigée par le colonel Assaba Diallo Touré vient de mettre à la disposition des veuves des militaires de ces régions 78 tonnes de vivres. Faisons le point avec nos envoyés spéciaux, Koumba Sissé et Mahamadou Sidibé. Environ 27 tonnes de produits, dont du mil, du riz et du sucre. Plus de 174 bidons d'huile, voilà ce qu'ont reçu les veuves des militaires de Sikasso. L'opération dénommée Opération Ramadan est à situer dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Elle vise à soutenir les familles des militaires tombés sur le champ de l'honneur pour les aider à passer sans souci majeur ce mois béni de Ramadan. Nous n'avons rien à dire que de remercier le président Assimi Goïta pour ce geste et nous espérons qu'il soit continuel. Après Sikasso, la délégation s'est rendue à Ségou pour la même cause.
Au camp Amadou Sékoutal, 51 tonnes de vivres, y compris 340 bidons d'huile, ont été distribués. Oui, le président de la transition a encore fait parler son cœur. Comme vous le savez, le président de la transition n'a cessé de venir en aide aux populations pauvres et vulnérables du Mali, et particulièrement celles de la région de Ségou. Cette quantité permettra de soutenir pendant ce mois béni les familles des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Que Dieu les accepte dans son paradis éternel. Je voudrais une fois encore remercier le chef de l'État, président de la transition, au nom de tous les bénéficiaires de Ségou. Ce mois de Ramadan est un mois de forte consommation et le président Assimi Goïta a bien voulu apporter son soutien à ces personnes dont les conditions de vie ne sont pas forcément faciles. C'est l'opération Ramadan du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui continue. Après Sikasso, nous voici à Ségou pour venir en aide aux veuves de 340 militaires qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Dire à ces militaires qu'ils sont morts pour la patrie et que la patrie ne les oubliera jamais. On fera le nécessaire. Certes, on ne pourra pas tout faire, mais on fera tout ce qu'il faut pour les aider à éduquer ces enfants qu'ils ont laissés après eux. Cette opération Ramadan a été rendue possible grâce à l'engagement de la direction du service social des armées. Et après ces étapes, la délégation de la présidence se rendra dans d'autres régions pour apporter l'aide du président de la transition aux veuves des militaires. Transition toute trouvée pour parler de ce dossier de la rédaction qui aborde ce soir Ramadan et carême chrétien qui tire d'ailleurs vers sa fin. On en parle avec des spécialistes religieux. Les deux courants, selon eux, sont dédiés à la prière et au partage, à seulement quelques pratiques différentes. Ce que nous allons découvrir dans le dossier signé Aridjou Matina, ce sont les points de ressemblance des deux courants religieux. Suivons ensemble. Il est fréquent d'entendre que le ramadan est le carême des musulmans. Pourtant, si la pratique diffère, le jeûne du ramadan, comme celui des chrétiens, obéit presque au même principe, celui de s'abstenir de répondre aux désirs et passions corporelles durant une période déterminée en se consacrant pleinement à l'adoration de Dieu. Le jeûne musulman est différent du carême. Le carême chrétien a tout son sens chrétien et également à ses obligations, ses conditionnalités qui sont liées intimement à la foi chrétienne. Tandis que le ramadan, c'est également un mois de jeûne, mais qui n'est pas tout à fait le carême, parce que nous, dans notre entendement, la manière dont que nous observons le jeûne et la manière dont que nos frères et sœurs chrétiennes le jeûnent, il y a une différence. Le plus important, c'est que les deux se retrouvent sur le mot jeûne. Et ce jeûne, c'est ce que nous lie, parce que jeûner, c'est une espèce d'école. C'est une école qui peut éduquer un bon musulman, comme c'est une école qui peut éduquer un bon chrétien. C'est le même principe de base, je peux dire. C'est la façon de faire qui peut différer. Notre carême, notre jeûne consiste à manger une fois toutes les 24 heures. Mais il y a une particularité chez nous. C'est que dans mon mot tout de suite, carême, j'ai dit en toute liberté. Et l'Église permet à chacun de ses membres de voir comment, par rapport à Dieu, il peut faire ces efforts-là. Visant le même parcours, le ramadan et le carême chrétien s'accordent bien. Les deux temps religieux sont des véritables moments de spiritualité, permettant de dompter l'âme et l'inciter à implorer la grâce divine. Deux grands moments de spiritualité, deux grands moments de prière. Chacune des communautés doit prier à son côté pour vraiment que la paix puisse revenir au Mali de façon totale. Le ramadan est également un moment propice pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment purement spirituel dans lequel le musulman vraiment doit s'adonner. Pendant ce temps qui nous est donné, temps de conversion, nous avons le volet jeûne, nous avons la prière et nous avons le partage que certains appellent aumône. Je crois que ça c'est une bénédiction pour le Mali, c'est une bénédiction pour les chrétiens et les musulmans de voir qu'ils se retrouvent pendant des temps forts dans leur religion. Quatrième pilier de l'islam dont la pratique est précisée dans la sourate 2 du verset 183 à 187, le ramadan de cette année
coïncide avec le carême chrétien qui tire vers sa fin. Des périodes d'intense adoration qui permettent aux fidèles d'exprimer dans la convivialité leurs convictions religieuses. Les deux qui se coïncident, ça nous interpelle plus parce que ça veut dire que non seulement que nous sommes voisins dans un même pays, dans notre patrie, mais également il y a ce voisinage, il y a cette proximité entre les deux religions. C'est le Coran qui nous dit ça, que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas de vivre en communion, de vivre en harmonie avec celles et ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion. Mais c'est une question de foi, on chemine avec le foi, c'est une question de cœur, c'est une question de conviction. Plus il y a la proximité entre ces deux grandes religions, plus il y a plus de profit pour la communauté et pour la nation. Le ramadan et puis le carême peuvent faire bon ménage, à savoir, si on a 40 jours, on peut tailler 30 jours dedans. Les 30 jours qui sont là peuvent être et pour nous chrétiens et pour les musulmans. Donc partout, par exemple, où on a dans des logements où il y a les musulmans, il y a les chrétiens, je crois que quand ils commencent leur carême, c'est-à-dire chacun fait comme il veut, mais c'est pareil. Et il y en a aussi qui font les repas en commun. Certes, les jeûnes religieux du Ramadan et du Carême ne revêtent pas la même signification, mais leur philosophie et leur origine s'y rejoignent considérablement. Merci pour toutes ces explications. Et nous avons ce communiqué. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 10 avril 2013, lundi de Pâques, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement du Mali, à travers le ministre du Développement rural et le représentant de la FAO, ont parafé cet après-midi deux conventions, une pour le développement de la filière bétail-viande et l'autre pour la gestion intégrée de l'eau dans la chaîne de valeur des activités de maraîchage dans les régions de Gao et de Tombouctou. Pour une durée de 2 ans, les projets coûteront environ 330 millions de francs CFA. Abdul Karim Kaba nous dit que la cérémonie était sobre mais pleine de significations. Suivons. Environ 330 millions de francs CFA pour 2 projets. Le premier projet est relatif à l'entrepreneuriat rural des femmes et des jeunes dans la gestion intégrée de l'eau dans la chaîne de valeur des activités de maraîchage à Gao et à Tombouctou pour environ 204 millions de francs CFA. Le second est financé à hauteur de 122 millions de francs CFA. Il porte sur le développement de la chaîne de valeur bétail-viande au Mali. Pour assurer la mise en œuvre de ces projets, 2 conventions ont été paraphées entre le gouvernement du Mali et la FAO. Soutenir les périmètres maraîchers à Gao et à Tombouctou sur des techniques de compostage aussi et de production, mais également de diversifier les compétences et les capacités des femmes et des jeunes surtout pour accroître leur compétitivité le long de la chaîne de valeur. Le deuxième projet portant sur la viande a aussi relevé un peu les contraintes du sous-secteur, quand bien même tout le monde en apprécie la portée stratégique. Environ 600 jeunes et femmes seront touchés par ces projets, d'où l'intérêt et la motivation du ministre en charge du développement rural. Ils s'inscrivent dans les stratégies d'intervention du ministère du Développement rural qui visent à créer des emplois décents et de la richesse en vue de réduire la pauvreté en milieu rural et améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs ruraux. La stratégie de mise en œuvre va s'appuyer sur une démarche interactive, favorisant la participation de tous les acteurs du secteur agricole, notamment les services techniques du département, les exploitants de périmètres maraîchers, y compris les femmes, les agences des Nations Unies basées au Mali, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers.
Durant 2 ans à Gao et à Tombouctou, les jeunes et les femmes pourront améliorer leurs techniques de production des activités de maraîchage, idem pour la filière bétail-viande en matière de transformation et de commercialisation. Les entreprises maliennes aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. C'est le cas de l'entreprise Fane Draman qui vient de remettre au ministère de la Sécurité et de la Protection civile 550 gilets bicolores, 500 gilets lumineux et 600 gants blancs d'inspection. Un lot d'équipements destiné à accompagner la police nationale dans la gestion de la circulation routière, nous précise Mamadou Fane. L'entreprise Fane Draman apporte sa contribution à la protection des citoyens et la sécurité des usagers de la route passe par le renforcement des capacités des agents de la sécurité routière. La remise d'un lot de 550 gilets bicolores, 50 gilets lumineux et 600 gants blancs d'inspection s'inscrit dans ce cadre. Cette donation est l'œuvre de l'entreprise Fane Draman. Nous sommes fiers de pouvoir apporter une maigre contribution à la protection de nos forces de l'ordre dans leur service de protection de nos concitoyens et de notre nation et nous espérons que ce don encouragera d'autres entreprises et organisations à apporter leur soutien à vos actions régaliennes à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce matériel remis aux agents de la circulation routière vient s'ajouter aux efforts du département de la sécurité et de la protection civile qui œuvre inlassablement à l'amélioration des conditions de travail des agents sur le terrain. Cette donation intervient au moment où nos forces de sécurité sont plus que jamais déterminées à relever les multiples défis qui se posent à la sécurisation des personnes et des biens dans notre pays. Nul doute qu'en décidant de faire don de ces matériels si précieux et si chers au département, l'entreprise EFD est animée d'une réelle volonté d'aider la patrie. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous les recevons. Pour le chef de cabinet du ministre, cette donation est d'une grande utilité pour son département. Il a sollicité l'appui de d'autres bonnes volontés pour suivre l'exemple du donateur du jour. Commissaire et cadre de l'autorité de protection des données à caractère personnel échangent sur le projet de nouvelle constitution du Mali. Il s'agit au cours de la rencontre de discuter des innovations et de constater les différences avec la constitution de février 1992. Plus d'explications avec Batraoui. Certains points mentionnés dans le projet de constitution de la République du Mali sont relatifs au domicile et à la vie privée et familiale. Toutes choses qui motivent l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel, à l'organisation de cette journée d'échange. L'article 12 de ce projet consacre expressément la protection des données à caractère personnel, ce qui est une première dans les différentes constitutions. C'est pourquoi nous avons souhaité que les commissaires de l'autorité, les cadres, tout le personnel soient conscients de cette volonté politique. Également qu'ils donc profitent de cette conférence débat pour s'approprier donc le contenu de ce projet de constitution. La rencontre regroupe les commissaires et cadres de l'APDP renforcés par certains spécialistes. Pour qu'ils disent de façon impartiale, qu'ils exposent de façon impartiale donc les avancées qu'apporte cette constitution, les lacunes, il peut y en avoir, c'est une œuvre humaine, et que les gens posent des questions pour mieux s'approprier. Occasion pour le président de l'APDP de saluer la volonté du gouvernement pour cet intérêt accordé aux données à caractère personnel. Le gouverneur de la région de Ségou donne de plus larges explications à ses populations sur le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. C'est à la faveur d'une séance de restitution qui vise à mieux préparer le référendum relatif à la dite constitution. Reportage Fousseini Samaki. Cette restitution du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution vise à procéder à une large explication de ce document afin de faciliter sa meilleure compréhension. Les forces vives de la région de Ségou partagent ainsi les 191 articles de cette constitution en Bamanankan en vue de mieux préparer les référendums. Ce qu'on vise, c'est une plus large compréhension de la part des Maliens en vue d'un vote massif le jour du référendum. C'est ça l'objectif recherché. Ça rentre en droite ligne
de la rencontre que le président de la transition a eue avec les forces vives de la nation. Nous avons promis de mener le même exercice dans nos régions respectives. Et c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui. Les questions-réponses ont permis d'éclairer les lanternes sur les sujets comme la laïcité, le Sénat. Ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre ce que c'est que la Constitution, parce que c'est la langue bambara, dont toutes les sensibilités auront les mêmes niveaux d'information par rapport à la Constitution. Sûr qu'en tant que femme, c'est une opportunité pour nous. Je pense qu'il faut saluer d'abord l'initiative, parce qu'aujourd'hui c'est un cadre de partage au niveau de toutes les sensibilités, qu'elles soient politiques, administratives et de la société civile de la région de Ségou. Cette tribune permet aussi à tous les participants de s'approprier du contenu de la loi fondamentale, de faire une comparaison entre les 7 lois qu'on va voter, Inch'Allah, et les anciennes lois. Donc ça nous permet d'appréhender suffisamment les novations et les innovations. Le gouverneur a invité les participants à être des relais auprès des populations pour une meilleure appropriation du contenu de ce projet de nouvelle constitution en 4e région. Et nous avons une déclaration relative au projet de la nouvelle constitution du Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD. Après une lecture et une analyse minutieuse du projet de constitution, le FSD constate avec satisfaction la prise en compte de l'essentiel de ses préoccupations et observations formulées lors de différents forats et rencontres, notamment les assises nationales de la refondation. Ensuite, il est important de signaler que par rapport à nos constitutions antérieures à ce projet de constitution porte en son sein beaucoup de rénovations formulées sur la base des insuffisances constatées. Par ailleurs, le FSD a hautement apprécié la démarche adoptée par le président de la transition pour expliquer le bien fondé de ce projet de constitution à toutes les forces vives de la nation. En conséquence, le FSD, fidèle à ses principes de défense des intérêts supérieurs du Mali, est résolument déterminé à accompagner le processus jusqu'à son aboutissement. Soucié du bien-être des populations de Bougouni, surtout en matière d'électrification, le gouverneur de la région, le général de brigade Keba Sangaré, en visite au nouveau poste de la société EDMSA. Jafar Aïdara, Djibril Bagayoukou nous en disent plus. Cette visite du poste interconnexion de Bougouni en phase d'essai depuis le 29 mars dernier par le gouverneur et sa délégation a permis aux hôtes du jour d'être édifiés sur le fonctionnement des appareils et le suivi permanent. Visiblement, le chef de l'exécutif régional n'a pas caché toute sa joie et a félicité les agents pour le travail abattu qui, sans nul doute, est un haut fond de soulagement pour toute la population de la région. Aujourd'hui, il n'y a pas de développement sans énergie. Bougouni qui passe à l'interconnexion, parce qu'ils ont commencé déjà les tests qui est très concluant, et dans peu de temps, nous allons recevoir officiellement notre ligne. Et là, on dira adieu au délestage, sauf cas d'extrême urgence. Et dans la foulée sous peu, les autres cercles tels que Kolondjaba, Koumantou, en passant par Kéléa, vont bénéficier également de cette source d'énergie. Félicitations à toute l'équipe. À noter que les multiples délestages ne sont qu'un mauvais souvenir pour la population de la région de Bougouni. Une délégation du ministère de la Défense et des anciens combattants et de l'état-major général des armées du Mali sur le nouveau site du camp militaire de la région de Kita qui couvre une superficie de 500 hectares. Mahamadi Alioubari nous en parle. Le site, désormais réservé pour la construction du camp militaire de la région de Kita, est situé dans la commune rurale de Founia, soit à quelques 6 km de la capitale régionale. Cette visite de terrain des cadres et officiers du ministère de la Défense vient une fois de plus rassurer les communautés de la prise en compte des questions sécuritaires dans la région. L'étude technique sur les 500 hectares se poursuit à la satisfaction de la population bénéficiaire. Je suis vraiment honoré aujourd'hui d'avoir accueilli tous ces grands officiers de ce pays pour venir implanter un camp militaire dans ma commune. Au départ, on était parti sur 100 hectares, mais il y a de cela juste 2 jours, on a voulu partir à 500 hectares et tout de suite la population a adhéré et ils nous ont octroyé les 500 hectares. Ça ne peut que renforcer la sécurité parce qu'il y a un vide au niveau de Kita par rapport à la présence de l'armée de terre.
La réalisation prochaine d'un camp militaire à Kita constitue une avancée dans la régionalisation et témoigne, selon l'exécutif régional, de la prise en compte des préoccupations des populations. Un camp militaire pour la région de Kita, c'est une promesse des plus hautes autorités et nous sommes dans le sillage de l'annonce faite par le président de la transition en parlant des camps de Kita et de Djema, avec toute la stratégie que cela comporte. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons les plus hautes autorités militaires qui sont là pour concrétiser cette proposition. Cette visite rentre dans le cadre d'un programme assez global qui respecte la vision des plus hautes autorités de la transition, qui est de donner un bien-être commun à tous les Maliens et surtout rapprocher l'armée de la population. Et ce qui ne peut se faire que par renforcer les liens armée-nation. Donc l'implantation des camps dans nos différentes régions nouvellement créées, ça vient à point nommé. Dans la stratégie de sécurisation de l'ensemble du territoire, la délégation du ministère de la Défense a tenu à rappeler la priorité accordée à la sécurité des personnes et de leurs biens par la hiérarchie militaire. Une visite de courtoisie aux notabilités de Doumba et la remise des cadeaux ont mis fin à cette visite. 16e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national des ressources de l'éducation non formelle. Le compte-rendu de Fademba Keïta. La session ordinaire précédente, tout comme cette 16e, s'attelle à faire de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle un véritable levier de développement. Pour atteindre cet objectif, l'exécution d'un certain nombre de préalables s'impose. À savoir, insérer l'ANF dans un processus d'apprentissage tout au long de la vie, intégrer l'alphabétisation dans tous les projets et programmes de développement, utiliser le numérique et établir des passerelles entre l'ANF et les centres de formation professionnelle. Malgré les contraintes budgétaires et les crises multiformes que traverse le pays, le centre a réalisé, courant 2022, plusieurs activités dans le cadre de la mise en œuvre du programme vigoureux d'alphabétisation en cours. Le programme vigoureux d'alphabétisation au titre de la campagne 2021-2022 a démarré avec la formation des formateurs et celle des enseignants du non formel, ainsi que l'ouverture de 20 centres d'alphabétisation dans 18 académies d'enseignement. En 2023, l'espoir renaît avec le processus de reconquête progressive par nos forces armées de défense et de sécurité des zones occupées, processus rendu possible grâce aux efforts importants des autorités de la transition pour éradiquer le terrorisme sous la haute clairvoyance du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. C'est en vue d'aller au-delà qu'une dizaine de documents sont soumis aux administrateurs pour analyse judicieuse. Conformément aux attributions qui sont les vôtres, vous aurez au cours de cette 16e session à examiner et adopter le procès-verbal de la 15e session ordinaire du Conseil d'administration, faire le point de l'état d'exécution des recommandations de la 15e session ordinaire, examiner et approuver le rapport d'activité de l'année 2021-2022, examiner et approuver le rapport financier de l'exercice 2021-2022, examiner et approuver le programme d'activité 2022-2023, examiner et approuver le budget prévisionnel 2023. Les administrateurs et les agents du Centre national des ressources de l'éducation non formelle sont invités à mettre un accent particulier sur les activités post-alphabétisation à travers l'élaboration et la production des modules thématiques qui répondent aux besoins langagiers des apprenants. Première réunion du Comité national de pilotage du projet Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion, prévention des conflits liés aux ressources naturelles. Sorona Kamiso. Le projet Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro est un projet qui vient en appui au renforcement des capacités du Mali dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Pour mieux coordonner les activités, les responsables du projet se concertent à la faveur de la toute première réunion du comité de pilotage. Nous avons vraiment engagé beaucoup de résultats. Nous avons appuyé à mettre en place quelques 200 commissions foncières et les opérationnaliser. Donc on en a créé quelques 200. On a renforcé les capacités des femmes et des jeunes.
On a créé beaucoup de cadres de concertation entre les acteurs de la justice et les acteurs du foncier. Au niveau des femmes et des jeunes aussi, nous avons accompagné à la mise en place des réseaux pour des synergies d'action. Et actuellement, nous prévoyons d'aller plus loin pour que la paix puisse être vraiment atteinte au niveau des localités où nous intervenons. Le projet Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro est entièrement financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix pour une période de 18 mois. Ce projet de 480 millions environ, c'est surtout pour impliquer davantage les jeunes, hommes et femmes, dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire. Ce projet impactera 6 580 personnes, dont 3 130 femmes et 3 450 hommes. C'est le lieu pour moi vraiment de féliciter le groupement d'ONG, mais c'est une invite aussi aux autres ONG qui vont peut-être nous écouter, que chacun se focalise sur la recherche des ressources pour notre pays, mais aussi se battre à travers des thèmes appropriés comme ce thème. Le projet en question est mis en œuvre par un consortium d'ONG Hazard Afad dans le cercle de Kangaba, Nara, Banamba et Koulikoro. 46e session ordinaire du conseil d'administration du CHU Gabriel Touré. On fait le point avec Barakissa Ouattara. Le CHU Gabriel Touré a connu d'énormes difficultés courant 2022, ce qui n'a pas empêché l'hôpital de réaliser à près de 100% ses principales activités. L'année 2022 a été émaillée de difficultés majeures telles que la conjoncture mondiale liée à la guerre en Ukraine, les collectifs budgétaires limitant le financement de nos activités, mais aussi l'incident lié à la foudre qui a occasionné un arrêt momentané de beaucoup d'équipements. Constatant ces difficultés, l'hôpital a fait une réalisation record de près de 2 milliards de francs CFA, que le personnel et l'administration en soient félicités. En ce qui concerne le budget prévisionnel 2023, il est en deçà par rapport à l'année précédente. L'année 2023, on a un budget prévisionnel de 5 milliards 954 millions, qui est un tout petit peu en baisse par rapport au budget de l'année 2022. Cela s'explique assez facilement. Le pays est toujours en guerre. On est obligé de prioriser nos interventions. C'est ce qui fait qu'on a au moins un petit recul d'environ 5% par rapport au budget de 2022. En 2023, le CHU compte travailler d'arrache-pied pour la validation du projet d'établissement afin de mieux préparer le terrain au projet de réhabilitation de l'hôpital. Voyons avec Mariam Koulibaly la première session ordinaire du conseil d'administration de l'Office national de la santé de la reproduction. Créé en 2020, l'Office national de la santé de la reproduction a pour mission de procéder à toute recherche et étude liée à la santé de la reproduction, assurer le suivi et l'évaluation des activités menées en matière de santé de la reproduction, créer et gérer une banque de données sur les problèmes relatifs à la santé de la reproduction, entre autres. Il s'agit à travers cette première session d'examiner les réalisations effectuées en 2022 et le projet de budget de 2023. Les activités programmées dans le plan opérationnel 2022 ont été exécutées à hauteur de souhait, malgré les contraintes enregistrées, grâce à l'engagement de toutes les parties. L'ONASR, depuis son opérationnalisation, travaille d'arrache-pied avec toutes les structures du ministère de la Santé et du Développement social pour mettre en place des stratégies innovantes pouvant améliorer les indicateurs de la santé de la reproduction et de la planification familiale. Conformément à la vision de l'Office d'offrir un service de santé sexuelle et reproductive de qualité sur toute l'étendue du territoire, la présente session procédera également à l'examen et l'adoption d'un plan opérationnel pour 2023. Ce plan de travail annuel prévoit, entre autres, organiser des sessions de plaidoyer
élaborer des documents stratégiques, organiser des ateliers de formation et de restitution assortis d'un projet de budget évalué à 2 472 519 300 francs CFA. Les travaux qui vont durer une journée seront sanctionnés par les résolutions et recommandations formulées par des administrateurs permettant à l'Office d'accomplir valablement ses missions. Ce qui nous amène directement à faire le point Covid de ce jour 6 avril 2023 sur 79 tests réalisés, un cas positif, 2 guéris, 0 décès, 3 personnes sont sous traitement. Le programme Tungaranke, toujours en action, en partenariat avec la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, lance une plateforme qui favorise une inclusion financière dans notre pays et facilite différents services via les outils numériques. Oui, désormais, il est possible de payer un ticket de bus au Mali ou dans la sous-région ou encore ses factures d'eau et d'électricité, des assurances automoto à travers tout un paquet de services au niveau de toutes les agences de la BICIC Mali. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précisions. Le programme Tunkaranke est la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BICIC Mali au service de l'innovation. Les deux partenaires viennent ainsi de connecter les pays de la sous-région à travers un certain nombre de services via une plateforme. Appelée Package Service Point Physique, cette initiative du programme Tunkaranke donne l'opportunité à partir des agences BICIC de payer des tickets de bus pour un voyage à l'intérieur du Mali ou encore en Guinée ou au Burkina Faso ainsi que dans la sous-région, d'acheter des assurances automoto du Mali et des pays de la CEDEAO, de régler les factures d'eau et d'électricité du Mali et de la sous-région, ainsi que l'abonnement télé pour ne citer que cela. Christina Rossetti disait « Ce qui est plus triste qu'une œuvre inachevée, c'est une œuvre jamais commencée ». C'est à partir de cette situation que j'ai décidé de mettre en place une équipe de travail qui a donné 5 orientations, donné l'envie d'entreprendre au Mali, accompagner la diaspora dans sa structuration, faire équipe avec les banques, encourager la responsabilité, la créativité et les projets, cultiver les liens entre les villages, les migrants et les banques. Pour la BICIC Mali, la commercialisation de ce package arrive à point nommé. Il complète et renforce le dispositif des initiatives déployées par la banque, notamment à travers le programme de digitalisation et le rapprochement à la diaspora du Mali. Il répond parfaitement à l'ambition de notre banque de faire de notre cadre de travail un environnement d'épanouissement, d'initiatives inclusives et participatives du développement et d'amélioration de notre condition de vie humaine et professionnelle. Pour la commercialisation de ce package de services, la BICIC offre à ses caissiers un revenu supplémentaire basé sur le chiffre d'affaires réalisé dans la commercialisation de ces produits. Une brève présentation sur le fonctionnement de la plateforme Package Service Point Physique du programme Tunkaranke et BICIC Mali en vue de mieux informer sur les services offerts a marqué la cérémonie de lancement de ce projet innovant. Et je vous rappelle que le programme Tunkaranke est un partenariat avec l'ERTM. 18 000 localités à électrifier à l'horizon 2030. C'est l'ambition affichée par l'AMADER, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale. Pour atteindre cet objectif, l'agence mise sur l'État et ses partenaires, mais aussi sur le partenariat public-privé qui donne déjà des résultats satisfaisants, selon le PDG de l'AMADER, invité de la semaine sur nos antennes. Amadou Sidibé répond aux questions de Yaya Konaté. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. L'ambition, c'est apporter la solution énergétique qui pourra satisfaire les besoins en énergie de chaque Malien, à partir déjà des sources renouvelables comme sources prioritaires, mais également à partir d'autres sources qui existent déjà dans ces localités que nous allons mettre en valeur, notamment les mini-micro-centrales hydroélectriques, les zones où on a un potentiel en éolien. L'électrification sera basée sur ça. Les zones qui n'auront pas besoin de mini-réseaux, ça sera des kits décentralisés. Nous avons un vaste pays et les ressources publiques sont minimes. Aujourd'hui, l'État a beaucoup de priorités. Nous nous sommes dit qu'à partir déjà du partenariat public-privé qui va nous faciliter la mobilisation des ressources, des financements des privés, nous nous sommes dit qu'il faut intégrer ce concept
démographique et géographique du pays qui permettra aux Maliens, à un Malien lambda, d'avoir des solutions énergétiques à partir du solaire pour satisfaire ses besoins, pour développer sa localité. Donc l'ambition, c'est bien l'ensemble des villages du Mali. C'est 18 000 localités pour le moment que nous avons répertoriées. 18 000 localités répertoriées. Ce journal est terminé. Les informations météorologiques avec Seo Tamboura juste après moi. Vous avez aussi l'invité de la semaine. Yaya Konaté reçoit le PDG de la Madère, Amadou Sidibé. Demain à 13h, Abibatou Koyan Diakité, Ibrahim Traoré se fera un plaisir de vous présenter le 20h45. Je vous souhaite une bonne suite des programmes à notre compagnie et un grand merci à nos téléspectateurs de Maïna, Galigo, Djamou dans la région de Kaye. Bonsoir à tous.